Et merci à vous toutes et tous d'être là avec nous. Alors on est réunis pour un vaste sujet, on l'a dit, c'est l'avenir du journalisme. Bon, je suis pas sûr qu'on va régler la question ce soir là tout de suite, mais on va essayer déjà de dessiner quelques pistes de futurs possibles pour cette profession qui nous anime effectivement, mais qui doit faire face à pas mal de défis et d'obstacles. Pour en discuter, je suis avec trois camarades journalistes. D'abord Aude Fabre, salut Aude. Salut. Tu es journaliste indépendante, tu as créé la chaîne YouTube What the Fake et l'association Fake Off qui œuvre à l'éducation aux médias, on en parlera. Et tu pilotes aussi le projet Citizen Facts dont on va parler plus en détail C'est tout ça. à l'heure. Avec nous, il y a aussi Alexandra Colino. Salut Bonsoir. Alexandra. Bonsoir. Toi, tu es la co-rédactrice en chef du Dessous des images sur Arte et tu es aussi la responsable du plaidoyer, tu nous expliqueras ce que ça veut dire, de l'association Un bout des médias qui milite pour la protection de l'indépendance des médias et des journalistes. Et puis à tes côtés, Vincent Manilev. Salut Vincent. Salut. Tu es journaliste indépendant, spécialiste des cultures numériques. Ça te va comme terme, spécialisé culture numérique? Oui, et heureux bénéficiaire d'allocations chômage qui me permettent de tenir dans ce milieu compliqué. Voilà. Tu devances mes questions, Vincent. Alors bon, peut-être justement pour commencer, on va mettre un peu les pieds dans le plat de l'indépendance. Ce qui bloque bien souvent cette indépendance, c'est les finances, comme sous-entendait Vincent à l'instant. C'est-à-dire qu'il faut bien souvent choisir entre bosser pour des médias détenus par une poignée de milliardaires à l'agenda politique parfois un peu douteux, ou travailler pour des médias plus libres, mais qui n'ont pas forcément les moyens de nous faire vivre. Alors déjà, pour commencer, j'aurais voulu savoir comment vous viviez les uns et les autres cette dualité qui peut nous animer. Alexandra, je te regarde, donc c'est sur toi que ça tombe. C'est moi qui commence. Effectivement, en fait, il y a le rapport à l'argent en tant que journaliste en soi, c'est-à-dire comment on est payé, comment on est rémunéré et comment on fait des choix en fonction de ça. Et le rapport à l'argent des médias eux-mêmes, c'est-à-dire qu'il y a une règle fondamentale, c'est que pour faire du journalisme de qualité, il faut de l'argent. Donc en soi, les milliardaires sont plutôt les bienvenus, puisqu'ils ont beaucoup d'argent à mettre. Et en fait, de l'information de qualité, ça veut dire vérifier, prendre du temps, aller sur le terrain. Ça coûte de l'argent. Et quand c'est low cost, c'est pas du journalisme de qualité. Le vrai enjeu, c'est effectivement si ces fameux milliardaires ont d'autres intentions que juste de financer le journalisme parce que c'est un moteur de démocratie, etc. S'ils ont d'autres intérêts, en fait, il faut que ça soit absolument imperméable entre les deux. Et après, alors individuellement, chacun fait ses choix aussi en tant que journaliste en fonction de là où il y a du travail. Mais effectivement, en fait, bien rémunérer les journalistes et avoir de l'argent pour ça, ça garantit aussi que les journalistes, par défaut, n'aillent pas faire autre chose que du journalisme et ne confondent pas et n'aillent pas vers des dérives où on ne sait plus si c'est du journalisme, de la propagande, de la publicité, etc. Aude, toi, comment tu perçois ce questionnement qui est souvent sur notre route de journaliste? Alors déjà, moi, je voudrais pas être trop... Enfin, j'aime pas trop les débats un peu noir-blanc. J'aimerais pas que ce soit trop manichéen comme genre de débat, parce que très sincèrement, il y a du boulot absolument formidable journalistique caché ces fameux médias détenus par des milliardaires, etc., que souvent on jette quand même très rapidement aux orties, alors que voilà, il y a beaucoup de garde-fous aussi, même si évidemment, je suis pas en train de dire que ça pourrait forcément être mieux, mais souvent quand j'interviens dans des, je sais pas, dans des classes ou ailleurs auprès de tout public et tout, via l'association par exemple FECOF, souvent cette question-là revient des milliardaires, et j'invite toujours les gens à suivre les SDJ, les sociétés de journalistes qui sont inexistantes à chaque fois que j'en croise, enfin qui sont inexistantes médiatiquement, je veux dire, qui communiquent pas beaucoup en fait sur ce qu'elles font, je trouve, au-delà de leur rang. Alors c'est pas facile, hein, mais je trouve que ça gagne à être connu quand même, parce que très peu de gens ont cette conscience-là, qu'en fait les premiers garde-fous, c'est les journalistes eux-mêmes qui essayent de défendre l'indépendance de leur rédaction et qui comptent pas leurs heures souvent pour ça. Moi j'étais très impressionnée par beaucoup de sociétés de journalistes au sein de ces médias-là qui sont garantes du fait que l'indépendance reste pas un vain mot. Même si, tout le monde souhaiterait évidemment être toujours plus indépendant, et voilà, ça peut quand même poser parfois quelques problèmes. Et moi, pour ma part, en tout cas, j'ai toujours... c'est vrai que ces dernières années, j'ai beaucoup travaillé pour le service public, donc France Télévisions, complément d'enquête, Arte, et j'aimerais bien... alors, je suis toujours à la recherche, évidemment, on pourra peut-être en parler. Là, je suis en train de creuser justement une nouvelle forme de journalisme pour le futur, etc. Mais c'est vrai que moi,
personnellement, je me suis très habituée voilà, à la qualité, je trouve, du service public, en fait, tout simplement. Et je me verrais pas, après avoir dit ce que j'ai dit, je me verrais quand même pas aller... voilà, si je peux rester à France Télévisions, Arte, ça m'ira très bien. Vincent? Je trouve que c'est là qu'on travaille quand même avec voilà, certains plein, moyens et aussi voilà, cette possibilité de dire, d'avoir des chefs qui te disent, écoute, ça va nous coûter plein de fric, ton enquête. Ça va pas être rentable, ce sera peut-être pas très bien vu et tout, mais c'est le service public, donc on y va, quoi. Et ça, c'est certain que tu le retrouves pas beaucoup. Voilà. Ils peuvent résister à la pression aussi parce que c'est des grosses machines, en fait. Oui. Aussi. Oui, sur TPMP, là, sur Hanouna, il n'y a personne d'autre que France TV qui avait les reins assez solides pour résister à ce genre de pression-là, typiquement. Vincent? Oui, moi je parlais d'un point de vue de pigiste, freelance, ce genre de choses où effectivement le rapport à l'argent et au financement, juste, en fait, il est matériel, c'est-à-dire comment payer son loyer, sa bouffe, etc. Comment faire en sorte d'avoir des revenus réguliers d'un mois à l'autre, ce qui est extrêmement compliqué parce qu'on peut participer des fois à des émissions, mais les émissions s'arrêtent, où il n'y a pas toujours des chroniques, des possibilités, etc. Donc c'est vachement fluctuant d'un mois à l'autre. Heureusement, j'ai des indemnités de Pôle emploi, parce que sans ça, je ne pourrais pas payer mon loyer tous les mois, vraiment de manière très factuelle, justement parce que c'est fluctuant, parce que les rédactions payent des fois 2 mois après, parce que les rédactions ne pratiquent pas du tout les mêmes tarifs. Je vais être payé des fois pour un article dans une rédac 150 €, alors que ça m'a demandé une semaine de travail, là où d'autres vont payer un peu mieux quand même. Et encore une fois, je trouve que c'est quand même très bas parce que les pigistes, on ne calcule pas à l'heure que vous travaillez, on calcule au contenu final, à la longueur souvent quand vous faites de la presse écrite. Donc ça, c'est un truc que je trouve catastrophique par rapport à d'autres freelances aussi. Et donc en fait, c'est un équilibre qui est délicat et je sais que y a plein de journalistes pigistes, ils ne peuvent pas avoir le luxe. Et moi, ça a été le cas. J'ai dû travailler à des moments aussi pour des entreprises privées sur des choses qui n'avaient rien à voir, etc., avec mes sujets et tout. Et ça a été le cas, et c'est le cas pour d'autres aussi, juste pour avoir à la fin du mois un SMIC à peu près, ce genre de choses, et se permettre de payer. Donc moi, c'est plus ça, c'est le rapport aux finances et à l'argent quand on est journaliste freelance, je pense, et on fait comme on peut. Et surtout, en fait, il y a un peu ce truc horrible, et j'en parlais avec un copain journaliste il n'y a pas longtemps, où on a plein de chefs différents, en fait. On n'est pas genre dans une boîte, on a plein de chefs différents qui s'en fichent un petit peu de ce qui se passe dans les autres boîtes, dans les autres contrats qu'on a. Et pour chacun de ces chefs-là, son projet, son article, c'est la priorité. Et donc, en fait, c'est difficile des fois de ne pas bosser le week-end. Moi, je bosse le week-end, je bosse des fois le soir, selon les moments, je bosse dans le train pour venir ici, etc. Donc, c'est un peu ce truc-là. Et c'est vrai que c'est difficile à la fois de ne pas tomber dans une course en avant permanente parce qu'on se dit, il faut que je multiplie les articles pour avoir des fins de mois correctes, quoi. Donc, et encore une fois, moi, je m'estime, je suis extrêmement chanceux à plein de niveaux, mais c'est le quotidien de plein de pigistes, quoi. Mais est-ce que justement, la question de la précarité, c'est pas un des freins vers, justement, on en revient à la question centrale de comment aider, faire en sorte que les journalistes puissent faire leur travail le plus correctement possible? Est-ce que la précarité, c'est pas un des freins principaux là-dedans? Ouais, totalement. Le nombre de journalistes, de jeunes journalistes qui essayent de trouver leur place dans les médias ou même en tant que freelance et qui abandonnent malheureusement, qui changent de métier au bout de 3-4 ans. Moi-même, j'ai arrêté de faire du journalisme pendant 3 ans parce que j'en pouvais plus de devoir répondre à des mails le vendredi à 20h30 ou qu'on me dise en conférence de rédaction le matin, le vendredi matin, ah mais non, mais ça, tu nous le rendras lundi. Enfin, c'est des trucs qui sont horribles. Juste, moi, ça m'a fait du bien pendant 3 ans. Moi, je suis revenu au journalisme, mais à cette précarité un peu épuisante. Voilà, mais ça m'avait fait du bien d'avoir un rythme de travail calé, avec des horaires, de pouvoir répondre aux mails le lundi matin en retournant au bureau, etc. Donc effectivement, il y en a plein qui arrêtent, qui changent. Et j'ai l'impression que même des fois, c'est un peu un discours un peu aussi dans le milieu. J'ai l'impression que certaines personnes comptent là-dessus, sur ces abandons de personnes qui veulent faire du journalisme. Comme ça va dégraisser, on va dire. Je parle de manière très crue, etc. Mais je pense qu'il y a des gens qui comptent là-dessus aussi en se disant ça va égrener un petit peu, malheureusement. Et je trouve ça terrible parce qu'à la base, c'est un métier passion. On le disait en introduction, il y a plein de gens qui juste ont envie d'apprendre, de transmettre et tout. Et c'est vrai que c'est assez terrible de se dire que les termes de reconversion professionnelle,
je pense que même en école de journalisme, il faut en parler en fait dès le départ, parce que malheureusement, il y en a très peu qui ont trouvé leur place sur le long terme, parce que c'est épuisant mentalement, financièrement. Après, voilà, il y a toujours des fois des petits équilibres à trouver. Tout dépend aussi de ce que nous, on veut porter, aussi des fois comme sujet, comme type de média et tout. Mais c'est vrai qu'il faut avoir conscience de ça assez vite, de se dire que on n'est pas forcément journaliste pour la vie, quoi. Alexandra, sur la précarité. Ouais, la précarité fragilise aussi le travail des journalistes, notamment en investigation. C'est-à-dire que plus on est précaire, plus on est soumis aux pressions, plus on est tenté de lâcher l'affaire. L'investigation, même sur le service public, par exemple, est faite essentiellement par des journalistes indépendants, donc pigistes, et on en fait partie. Ce qui fait que, alors, on est quand même soutenu par des gros groupes ou des grosses structures qui font qu'on ne se laisse pas intimider, mais forcément, on est beaucoup plus fragile quand on est précaire, tout simplement. Parce que prendre du temps, parce que en fait, très souvent, on travaille, il y a tout un travail en amont pour trouver des sujets, pour les pré-enquêter, pour les vendre, pour attendre des réponses qui dure des mois et qui est gratuit. Personne ne nous paye à part Pôle emploi. Et par ailleurs, la réforme du chômage a été assassine pour ce métier, parce qu'elle n'est pas du tout adaptée au fonctionnement qu'on a. C'est juste pour préciser, il y a une réforme récente qui est passée sur le en mode vigueur de l'année calcul, dernière. Voilà. Sur le mode de calcul des indemnités, qui fait que, en fait, ça impose un rythme, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais de densité de travail à un moment qui ne correspond pas du tout au métier de journaliste indépendant. On a plutôt un rythme qui ressemble à l'intermittence, sauf que pour être journaliste professionnel et reconnu, il mieux vaut avoir une carte de presse. C'est aussi garant de déontologie. Pour avoir une carte de presse, on ne peut pas être intermittent. Ça se mord la queue. Mais donc voilà, en fait, et on est souvent tenté, parce que on n'est pas assez indemnisé, de laisser tomber des pré-enquêtes, laisser tomber des projets, parce que ça prend trop de temps, parce qu'on est seul chez soi, et on se dit mais en fait ça sert à rien, si ça se trouve personne ne sera intéressé, ou alors il faut que j'attende 3 mois que mon truc soit vendu. Et donc il faut vraiment y croire très fort, mais voilà, la précarité fragilise aussi la qualité du travail journalistique et la persévérance. Et effectivement, il y a des études qui sont sorties qui disent que je crois que la majorité, pour la majorité des journalistes, la durée de la carrière va guère au-delà de 10 ans, quoi. Et j'enseigne aussi à l'école de journalisme de Sciences Po, et en fait, quand je retrouve les étudiants que j'ai eus, ça m'est arrivé il y a quelques jours, il y a 4-5 ans, j'avais un de mes étudiants qui me disait on est très très peu de la promo à être journaliste aujourd'hui. Il est sorti il y a 3 ans de l'école. Tout le monde est découragé, il n'y a pas assez de travail. Enfin voilà, bon, c'est vraiment pas du tout très positif ce qu'on est en train de... Mais est-ce qu'il n'y aurait pas... Alors, juste, oui, pour faire un tableau un tout petit peu moins noir, en tout cas, dans l'audiovisuel, depuis quelque temps, il y a quand même un... Alors, je ne sais pas si on peut les appeler, c'est pas vraiment un syndicat, etc., mais ça s'appelle la Garde. Oui. Et je sais plus ce que ça veut dire, la guilde, je sais pas quoi, qui défend vachement bien les gens qui font du coup des enquêtes dans l'audiovisuel, qu'ils soient journalistes, intermittents d'ailleurs, peu importe. Et typiquement, je sais que moi maintenant je fais tout le temps appel à eux. Et ils obtiennent des choses en fait qui paraissent peut-être évidentes pour quelqu'un qui n'est pas dans le métier, mais qui sont des victoires quand même, comme par exemple, grâce à la Garde, je crois que c'est maintenant extrêmement rare, ou alors c'est que tu te fais vraiment avoir de pré-enquêter sans être payé, par exemple. Ouais. Ils ont obtenu ils ont obtenu un certain nombre de choses qui sont juste normales. Beaucoup, mais c'est de l'ordre. En fait, tu négocies, mais voilà. Maintenant, il y a un accord qui fait que quand on dépose un dossier, en tout cas en télévision, quand on dépose un dossier, un projet de documentaire, à partir du moment où le dossier qu'on a écrit, pré-enquêté pendant des semaines, des mois, est sur le bureau de la chaîne, du diffuseur, alors on est payé 1 000 €, je crois. Je sais plus, mais en tout cas, personnellement, ça m'a quand même changé la vie. Ils m'ont relumé plein de contrats où ils ont vu plein de trucs qui n'allaient pas. Voilà, je suis dans un fil de réalisateurs où il y a plein de gens qui disent « Ah, grâce à la Garde, maintenant j'ai obtenu ci, j'ai obtenu ça ». Donc un peu d'espoir aussi, où les choses changent un petit peu, parce que c'est clair qu'il y a eu très longtemps beaucoup d'abus.
dans les sociétés de production notamment. Il y a quelques voix qui s'élèvent pour dire qu'il faudrait peut-être un statut pour les pigistes qui soit proche de l'intermittence. Ce serait un statut qui, toi, par exemple, Aude, ça t'intéresserait Moi, je connais pas assez ces affaires de statut. En fait, j'ai jamais été intermittente parce que j'ai pas du tout envie de faire de la commande. J'ai jamais fait de la commande, c'est-à-dire que j'ai jamais on m'a jamais dit, enfin, sauf quand j'étais vraiment au tout début de ma carrière, entre guillemets, staffée dans une société de prod où il fallait que tu fasses le tout venant voilà. Sinon, j'ai toujours proposé moi-même mes sujets qui ont la plupart du temps vraiment toujours été pris. Et donc pour cette raison-là, c'est vrai que quand tu es en intermittent, en tout cas, je vois des copines qui prennent un sujet, oh là là, tellement pas, enfin des trucs juste pour faire leurs heures et tout, enfin parce qu'elles en ont besoin et moi je veux absolument pas ça. Justement, je veux garder ce côté métier passion parce que c'est quand même un métier formidable. Je pense qu'il faut quand même le dire, même si c'est difficile. Et en fait. Voilà, je trouve que, en tout cas, moi, je garde cette flamme au bout de plus de du coup 15 ans, etc. Parce que je propose mes sujets qui me portent, qui ont parfois, même si c'est minime, plus ou moins grand, etc., un peu d'impact, qui changent un petit peu des choses, que ce soit des petits regards, des trucs, c'est ça qui me... Enfin, je sais pas, j'imagine que c'est ça qui vous porte aussi. Oui, il y a un engagement citoyen, en fait, à faire ce métier, mais un statut particulier, moi, me mais du paraît coup, complètement... les statuts, tout ça, c'est des trucs que je connais pas. En tout cas, il faut s'adapter à notre... il faudrait un statut qui s'adapte à notre rythme et à nos contraintes, en fait, parce qu'effectivement, on n'est ni payé à l'heure, ni payé exactement. Enfin, il y a toute une partie qui est hors champ de notre travail, qui est énorme et qui n'est absolument pas rémunérée et qui parfois tombe nulle part parce que on prépare des sujets. Je sais pas, il y a peut-être parfois 20% des sujets qui sont acceptés par un producteur qui ensuite il y aura peut-être encore un écrémage quand il le proposera. Enfin, avant qu'un projet aboutisse, on en a développé beaucoup gratuitement pour rien, qui tombent dans les oubliettes. Donc il faut avoir la foi, c'est une forme d'engagement, ouais, aussi. Il y a des nouveaux modes de financement qui apparaissent. Vincent, toi notamment, tu utilises Patreon. Est-ce que tu peux nous en dire un petit mot de comment ça s'intègre maintenant dans ta vie de journaliste, ces financements, et peut-être expliquer un petit peu comment ça fonctionne? Oui, alors c'est un système de financement qui est disponible sur Patreon. Moi, je suis là-dessus parce que c'est un des premiers, mais je dis pas ça parce que KissKissBankBank est partenaire du festival, mais eux aussi, et Ulule aussi propose ça. Ulule depuis pas longtemps d'ailleurs, il me semble aussi. Enfin, il y a des financements alternatifs comme ça, mais en gros, Patreon, c'est une plateforme, vous pouvez publier du contenu et les gens s'abonnent, vous mettez plusieurs paliers. Vous pouvez dire pour 5 € par mois, vous avez accès à ça, à ça, à ça. Pour 10 €, vous avez accès à ça, etc. Ça peut être croissant. Moi, j'ai qu'un palier de 6 € à peu près. Et le but pour moi, c'était... Parce qu'en fait, à la base, donc, moi, je traite de culture numérique, tout ce qui est influenceurs, youtubeurs, réseaux sociaux, etc. Et c'est des sujets qui, je trouve, ont encore trop peu de place dans les médias. Et c'est très difficile de leur vendre des contenus. Il faut bien souvent les convaincre, galérer des fois pendant plusieurs jours, voire semaines pour leur dire « Ah si, ce sujet-là, il faut y aller ». Exemple tout bête, j'avais proposé un portrait de Maxime Biaggi, qui est un gros streamer au monde, en février par là de l'année dernière. On m'avait dit non. Et quand Maxime Biaggi, des mois plus tard, a dit qu'il faisait le Zénith avec son émission, etc., là, le monde m'a dit « Ah oui, là, oui, peut-être, etc. » Donc en fait, c'est très compliqué. Et donc moi, j'ai une forme de frustration par rapport à certains sujets que je trouve intéressants, de mon point de vue. Et donc, en fait, je les ai publiés sur Patreon, parce que j'en avais marre aussi de mettre beaucoup de trucs sur Twitter, que certaines rédactions reprenaient des fois, sans forcément me citer, bien sûr. Donc, au moins, Patreon, il y a un paywall, en fait, tout simplement, comme un média classique. Je publie des articles, je mets les replays de mes lives, où je parle aussi de ces sujets-là, en avant-première pour les gens qui sont abonnés. Et en fait, derrière, ça me fait une forme de revenu aujourd'hui, et j'ai énormément de chance. Grâce à Patreon, aujourd'hui, je suis à presque 900 € par mois, ce qui est pour moi incroyable, vraiment. Après, ça met beaucoup de pression aussi sur les revenus qui baissent, les gens qui se désabonnent, pour plein de raisons, parce que des fois, c'est difficile de soutenir un journaliste, quelqu'un qui fait du contenu de mois en mois. Mais encore une fois, c'est pour ça que je dis que j'ai beaucoup de chance. Et en gros, voilà, c'est une forme d'alternative qui, à la base, part d'un défaut de possibilité dans le système traditionnel, parce que les piges sont très mal payées pour beaucoup, mal valorisées, etc. Et donc, en fait, c'est une forme alternative, surtout que moi aussi, derrière, il y avait la volonté de proposer aux gens qui, de base, s'abonnaient sur Twitch, d'avoir un autre endroit où me soutenir, parce que Twitch, c'est Amazon, Jeff Bezos. J'avais pas trop envie que 50% de ce que les gens payaient soit reversé à une multinationale.
sur des plateformes comme Patreon, KissKissBankBank, Ulule, les pourcentages sont beaucoup plus infimes, donc c'est plus intéressant aussi. Donc il y avait un peu ces logiques-là, peut-être un peu plus politiques derrière aussi, et puis l'envie de proposer du contenu que j'avais envie de voir exister. Le premier sujet que j'ai fait, c'est l'homoérotisme chez les youtubeurs et l'homophobie latente qu'il y a chez certains créateurs de contenu. Ça, je ne suis pas sûr qu'un média mainstream l'aurait pris. J'ai pu le faire sur mon Patreon et j'en suis très content. Donc, voilà. Mais c'est difficile on va dire, susciter aussi chez les lecteurs, auditeurs, spectateurs, l'adhésion au point qu'ils aillent mettre un peu d'argent. On en parlait un petit peu avant, Aude. Toi, tu as tenté aussi. C'est pas toujours simple. Oui, mais ça, effectivement, j'en parlais tout à l'heure. En fait, donc ma petite expérience à moi, c'est donc on a fait cette série qui s'appelle Citizen Facts sur Arte. Le concept, c'est que j'enquête avec plein de gens qui ne sont pas journalistes et qui se retrouvent sur un Discord. Et on enquête ensemble sur plein de sujets et ça a donné une série. On a fait 5 épisodes et puis à la sortie de la série, effectivement, t'es tout content, ça se passe hyper bien, il y a des super retours et tout, mais c'est vrai que tout d'un coup, t'as beau savoir que t'auras plus de taf après, je sais pas, j'ai galéré en fait, j'ai vraiment galéré à me retrouver avec d'ailleurs, pour moi, un pôle emploi qui avait baissé. Bref, en fait, j'avais fait une simulation pour la petite simulation Pôle emploi 2 ou 3 mois avant, j'ai fait bon, ça va être juste, mais en fait, ok, et en fait, j'ai eu, globalement, j'ai un tiers de ce que je gagnais, oui. Tout d'un coup, tu as un tiers. Ou la moitié, ouais. Donc, chaud. Bon, bref. Et en fait, j'ai proposé sur ma chaîne YouTube aux gens de devenir membres. C'est quelqu'un de très sympa d'ailleurs, qui s'appelle Benjamin Lubzinski, qui fait de l'hypnose sur YouTube, qui non, c'est vrai, mais non, mais vraiment de qualité pour le coup, qui est très, très rationaliste et tout. C'est marrant comme profil, bref. Et il m'a aidé en fait à faire tout un petit système qui fait que les gens peuvent devenir membres de la chaîne YouTube. Donc, c'est vraiment contre 3 € par mois, tu t'assis, pareil, hein, 5 €, ça, 10 €, je sais pas quoi. Et c'est vrai que j'étais très étonnée, très étonnée et en même temps pas, mais de voir le ratio infime. Tout le monde est là, ouais, génial, super, il y a plus de 1000 personnes, ou peut-être un peu moins, je sais plus, des centaines de personnes qui ont rejoint la rédac, c'est super, sur Discord et tout. Et tu lances, vous pouvez devenir membre maintenant pour me soutenir, pour qu'on puisse continuer le truc. Et il y en a 2 qui le font, quoi. Et en plus, moi, je déteste. Enfin, voilà, c'est un truc, c'est tellement pas agréable de dire. Et n'oubliez pas, si vous. Enfin, franchement, moi, je déteste être la marchande de. Voilà. Et donc, c'est vrai que c'est compliqué, que ça m'a souvent interrogée sur qu'est-ce qui motive les gens à sortir la carte bleue. Ouais. Et surtout que là, pour le coup, avec Citizen Facts. Les gens se rendent compte, c'est ça que j'aime aussi dans ce projet, c'est que les gens se rendent compte à quel point ça me prend du temps de faire de l'info de qualité, à quel point c'est difficile. Bon bref, et voilà, ça m'a plongé dans des grands questionnements, effectivement. Donc voilà, j'ai quelques membres sur la chaîne, mais j'en ai pas non plus des milliers. Du coup, pour l'instant, je fais que des lives parce que tout simplement, à un moment donné, il faut que je sois raisonnable et je peux pas passer plus de un certain temps par mois, du coup, avec ce que j'ai. Bon, voilà, après, je travaille sur d'autres trucs, mais c'est vrai que c'est une question que tout le monde se pose, de toute façon. Vincent, tu voulais rajouter? Non, Alexandra. Ouais, non, mais il y a l'illusion d'une information gratuite, en fait. Et pareil, dans les sondages, je ressors mes chiffres, mais il y a moins de 10%, je crois, de gens qui disent être OK sur le fait de payer pour de l'info. Parce que l'info, on l'a sur les réseaux, l'info, on l'a à la télévision, et on a l'impression que c'est gratuit. Et c'est le nœud du truc. On en revient à la question du début, c'est l'argent dans tout ça. On a besoin d'argent pour faire du journalisme de qualité. Nous, à un bout des médias, on se bat aussi pour que cet argent qu'on met dans les rédactions, il y ait une part consacrée au travail journalistique, que ça ne s'éparpille pas non plus dans d'autres choses. Aussi pour embaucher des journalistes, en fait, que ça ne soit pas des rédactions fantômes, qu'avec des pigistes, par exemple. Et c'est ça, en fait, c'est aussi une action citoyenne, c'est-à-dire est-ce qu'on est prêt à payer pour de l'information, et si on n'est pas prêt, donc c'est d'autres qui mettent de l'argent, mais alors qui et comment sont... En fait, c'est des questions où le citoyen, le lecteur, l'auditeur doit être aussi un peu acteur de quel type d'information on veut. Et du coup, financer comment ?
Et on ne peut pas juste râler sur le fait que c'est des milliardaires ou de la publicité qui... Oui, c'est ça. En fait, il faut être aussi, je pense, accepter de payer pour de l'information de qualité. Parce que si, encore une fois, sans moyens, l'information, c'est pas de l'information, en fait, c'est autre chose. C'est poreux, c'est de la publicité, ou c'est juste de l'information juste mal faite, en fait, pas vérifiée. On reprend des informations de on ne sait plus qui. Et en fait, c'est ensemble en fait qu'il faut construire ça. C'est-à-dire que le lecteur, l'auditeur a une petite part aussi à jouer. Vincent, tu voulais rajouter ? Oui, enfin pour rebondir un petit peu sur ce qui vient d'être dit, effectivement, il y a quand on veut solliciter les gens pour financer son activité journalistique, déjà effectivement, malheureusement, il faut avoir déjà une base de gens qui nous suivent, qui connaissent notre travail, qui ont envie de le soutenir, parce que le soutien, il n'est pas tant ah oui, si je donne 6 € par mois, ça va permettre de financer tel déplacement pour faire tel article, etc. C'est beaucoup plus un soutien moral et un peu affectif aussi, mine de rien. Et ça, c'est très important. Je le vois dans les quelques retours que j'ai par rapport à mon Patreon, c'est que des gens qui me suivent depuis longtemps, qui ont de toute façon, via mes lives, toujours accès gratuitement à ce que je peux proposer de manière générale en dehors du Patreon, et qui se sont dit, ah bah là, je me sens prêt à soutenir parce que je peux me le permettre, peut-être pendant quelques mois, ou genre de choses, ou juste ponctuellement un mois, et je lis ce que je peux, et après, voilà. Donc ça, c'est vraiment un truc qui est super important. Et j'en viens peut-être à un truc où, et j'en discute avec des étudiants en journalisme. C'est terrible à dire comme mot, mais il faut penser branding, mine de rien, je pense, si on parle un peu de futur, de comment se positionner et tout, mais je pense que c'est super important quand on est jeune journaliste aussi, de savoir comment on se positionne, d'apprendre à se vendre, et ça c'est un truc dans les écoles qu'on n'apprend pas, comment on se vend sur les réseaux. Moi c'est un truc qui me terrifie à chaque fois que je suis en live et que je fais un selfie sur Instagram pour dire que je suis en live, mais je dis mais j'ai pas signé pour ça à la base, voilà. Alors que, mais en même temps c'est important parce que ça permet aux gens de savoir que le live est là, il existe, d'apparaître dans le flux des gens, de contenu et tout, c'est important. Il faut pas dénigrer ça. Et c'est vrai qu'il y a plein de rédactions qui aujourd'hui sont en mode oh là là non, il faut on est une rédaction, il faut pas, les journalistes en tant que personnes n'existent pas vraiment. Si ces personnes-là existent, et en fait elles ont besoin de faire vivre leur travail, qu'elles soient en rédaction ou pigistes. Et donc il faut penser aussi à ces mécaniques-là. Il faut, mine de rien, se vendre et apprendre un petit peu tout ça. C'est pas facile, on n'est pas formé pour, mais dans cet écosystème vraiment morcelé où il y a plein de médias, plein de possibilités, plein de trucs qu'on peut financer à droite à gauche, mine de rien, c'est assez essentiel. Et je pense que on va d'année en année aller vers des figures journalistiques de plus en plus incarnées, de plus en plus indépendantes, notamment vis-à-vis des médias. Aux États-Unis, il y a des gens qui ont quitté un média comme Vox, et c'est Johnny Harris et Cléo Abraham, si vous ne les suivez pas sur YouTube. C'est deux Américains, ils ont quitté Vox.com et ils ont monté leur chaîne YouTube. Et aujourd'hui, ils se financent en partie grâce au soutien des gens. Et je pense qu'en France, on va le voir de plus en plus. Il y a des modèles, Charles Villa, il y a des Camille Reporter aussi. Je pense qu'il y a ce truc-là qui est en train d'émerger progressivement. Est-ce qu'on est du coup voué à avoir un écosystème médiatique qui est satellisé, avoir plein de petits îlots comme ça, de journalistes qui sont eux-mêmes un média à eux tout seuls ? Aude, toi tu le vois comment ? Moi je voudrais me dénombriliser complet. Je suis d'accord que c'est lourd à porter cette histoire de hey, mais je dis pas que c'est plaisant, alors, dans un monde idéal, moi je bosse en rédac, en fait c'est justement pour ça qu'on est en train d'essayer de créer cette association la Citizen Facts pour en fait parce que oui, le projet va devenir une association du coup. Oui, voilà, c'est le projet qu'on a. D'ailleurs, on va faire un live bientôt pour en parler. Mais bref, toujours est-il que l'idée, moi, je voudrais bientôt que le projet, ça va être de créer globalement une app qui permette en fait à tout citoyen de s'approprier la matière information, de proposer des sujets, d'y contribuer. Si tu vois que tiens, il y a en ce moment une enquête sur tel truc, et hop, et toi tu as un contact, tu as un truc, tu as quelque chose que tu peux faire, ou j'en sais rien. Tu vas pouvoir y contribuer, quelque chose d'assez simple, facile à faire. Donc ça, c'est le projet que j'ai dans l'année. Donc tout ça pour dire que c'est vrai que je pense aussi que les journalistes sont de plus en plus incarnés et que les gens tendent vers ça. Ils ont envie de visage, ils ont envie de suivre quelqu'un, je sais pas, qui leur parle. Mais c'est vrai que
Parfois, c'est un peu lourd aussi. Et effectivement, on n'a pas signé pour ça. Je suis pas, on n'est pas des influenceurs. Enfin, voilà, c'est fatigant. Je trouve, moi, j'ai une fatigue. Des fois, je suis pas sur Insta pendant je sais pas combien de temps. Les gens ils sont là. Sinon, franchement, ça me saoule. Et donc, voilà, j'aimerais bien à terme être plutôt un peu dans les coulisses et pousser en fait la co-construction de l'information par voilà, des citoyens qui soient journalistes ou pas journalistes. Voilà, j'aspire un peu à ça de plus en plus, j'avoue. Mais est-ce que l'incarnation, c'est pas aussi un moyen de renouer avec une forme de confiance avec le public? Parce qu'on parle beaucoup de la défiance Si, vis-à-vis bien des sûr. médias. Est-ce qu'il y a aussi un truc peut-être de proximité qui aide à, oui, à retisser du lien en disant, bah oui, on est des personnes normales ouais. comme vous et moi? Non, mais je pense que c'est utile. Moi, j'ai été sidérée quand j'ai lancé ma chaîne, c'était en 2017. Je faisais, enfin, j'allais dire n'importe quoi, je faisais pas n'importe quoi, mais je passais 3 coups de fil pour démonter un truc, mais qui était ni fait ni à faire, une fake news dégueulasse qui traînait sur je sais pas quel blog, enfin, c'était n'importe quoi. Et t'avais quand même des gens qui étaient là, waouh, enfin une super journaliste, etc. quoi. Et alors que les années précédentes, j'avais passé 1 an à faire une enquête sur l'expérimentation animale, j'avais fait je sais pas quoi, et j'avais jamais eu des retours. Et en fait, juste effectivement, d'être là, juste me montrer un peu girl next door, j'imagine, qui te parle sans chichi, je sais pas quoi. Enfin, je sais pas en fait, mais les gens, c'est vrai que j'étais très étonnée de cet effet-là. Les journalistes j'aime pas trop, mais toi franchement là ça se voit que tu fais du super journaliste. C'était là, mais enfin oui merci, mais vraiment non, en fait il y en a tellement qui font beaucoup plus, mais simplement effectivement ils font pas le show sur YouTube, donc voilà. Mais en vrai franchement c'était pas grand chose que je faisais, donc donc oui, c'est vrai que ça participe aussi du lien de confiance, je pense. C'est aussi pour ça, je pense qu'il y a 2000 personnes sur le Discord de Citizen Facts, et je pense qu'à la base je dois je sais pas, ils doivent j'imagine qu'à la base, c'est pour me suivre un peu et pour voilà, parce que je sais pas, j'ai dû créer quelque chose qui fait que j'inspire confiance à un certain nombre de gens. Mais c'est vrai que donc en fait, tu as raison, en fait, on peut pas s'en défaire. Finalement, on en revient à ça, Alexandra. La figure du journaliste n'est pas très aimée parce qu'il y a un côté lointain, proche du pouvoir, souvent, qui est associé il y a tout un fantasme autour de la figure du journaliste. Qui est un vrai problème parce qu'effectivement ça rompt un contrat de confiance, parce que sûrement ça manque de transparence, et du coup effectivement alors même sur des gros médias il y a une incarnation mais qui est un peu ça héroïse un peu le journaliste qui va sauver le monde. C'est un peu différent, c'est-à-dire ça ne le rapproche pas spécialement du téléspectateur pour le coup, ou de l'auditeur, mais dans le fait de transformer un peu cette figure du journaliste en s'adaptant à des codes plutôt des réseaux sociaux, c'est-à-dire que le journaliste s'adapte et sa figure s'adapte au mode de diffusion. Ça casse effectivement, je pense, ce fantasme du journaliste lointain, qui aurait beaucoup de pouvoir, qui serait proche du pouvoir ou très lié au pouvoir, qui aurait beaucoup d'argent, enfin je ne sais pas, tout ce qui peut coller un peu à la peau du journaliste, et qui le rend beaucoup plus moins caricatural en fait. Ça joue, et moi je trouve ça pas mal que ça évolue, cette image du journaliste, que la figure du journaliste évolue, que le travail évolue, que sa façon de présenter aussi, que ça soit pas effectivement que par des médias avec 1000 relais derrière, et que le journaliste puisse être son propre média et d'avoir une parole très directe envers l'auditoire, et que ça multiplie, ça multiplie les formes de journalisme, ça n'en tue pas spécialement d'autres, mais que le journaliste soit plus justement au service de l'information qu'il traite et de son auditeur, plutôt que de la structure par exemple. Mais effectivement, il y a un enjeu de confiance qui est énorme en fait. Et la transparence, le financement, l'éducation aux médias, et on y reviendra sûrement, de comprendre comment se fabrique l'info, par qui, et quel est le rôle de l'auditeur là-dedans. Tout ça tourne un peu en rond et est lié en fait. Il y a des choses à réinventer. Le journalisme se réinvente constamment, s'adapte à la société, ce qui est très bien. Voilà.
pas si ça répond à la question. Mais sur l'interaction, effectivement, ce qui est intéressant aussi, et Vincent, on en parlait en discutant avant de faire cette table ronde, le fait qu'il y ait ce lien direct avec les auditeurs, les lecteurs, les spectateurs, ça permet aussi de, on va dire, alimenter ta pratique journalistique. Toi, des fois, il y a des discussions qui font naître des sujets, il y a des lecteurs fidèles qui te pointent vers des sujets. Enfin, il y a aussi tout un boulot journalistique dans cette relation-là. Oui, bah, c'est vrai, le fait comme les médias classiques, c'est difficile de leur vendre des sujets, d'aller vers des nouvelles plateformes où c'est incarné. Et donc, moi, j'ai dû apprendre à faire cet exercice-là qui me plaît pas forcément de base, parce que moi, j'écris, j'aime bien écrire. Mais là, streamer sur Twitch, le dimanche soir, pendant 2h, 2h30, je stream, donc j'incarne, donc je suis là, je suis présent avec les gens en direct, je peux leur répondre, etc. Effectivement, ça crée une relation qui est différente. Alors, toujours en mettant les bons garde-fous, etc., en n'allant pas vers du personnel, etc., même si des fois je raconte que j'ai vu tel film ou ce genre de choses, ça n'empêche pas d'avoir des discussions super intéressantes à plein de niveaux. Mais effectivement, le fait de pouvoir expliquer quelque chose, d'avoir des questions des personnes qui nous demandent des précisions tout de suite derrière ou plus tard en commentaire ou des fois en DM, etc., c'est super enrichissant parce que ça montre à la fois comment nous on travaille, ça permet d'expliquer la démarche, ça permet effectivement de leur montrer qu'on n'est pas dans une forme de tour d'ivoire, etc. Et que moi je suis trop content quand on m'envoie des messages avec des questions et si je peux répondre à une personne et dire là ce truc là, alors moi je pense que c'est ça parce qu'il y a ça, il y a tel article qui est intéressant et tout, et je trouve ça super, super enrichissant et ça m'apprend moi aussi à mieux comprendre l'audience, se dire eux c'est quoi les sujets qui peuvent les intéresser, c'est quoi les sujets qui ne les intéressent pas mais vers lesquels on devrait aller aussi. Donc il y a tout un truc qui se met en place. Après effectivement il y a ce truc de distance qu'il faut mettre en place. Des fois il y a le chat, donc les personnes dans le chat d'un live qui peuvent s'emballer, peuvent devenir un peu véhémentes, donc il faut les recadrer, leur dire pas d'insultes, ou sinon on les banne, et donc dans ce cas-là, ça part direct. Mais, et puis aussi, d'avoir une bonne distance aussi, des fois, parce qu'il y a des gens qui peuvent poser des questions un peu personnelles, et ça peut être dérangeant. Donc il y a ce truc aussi, encore une fois, pour lequel on n'est pas formé, mais qu'on apprend à faire sur le tas. Mais moi, effectivement, j'y vois quelque chose d'assez vertueux sur la transparence de l'information et de comment on fait. J'ai eu la chance de travailler sur un documentaire il y a pas longtemps. J'étais trop content de pouvoir faire 1h30 à peu près, plus d'1 heure là-dessus pour expliquer comment ça se structure, etc. Et on en revient en question d'éducation média, mais plus les gens comprendront à l'avenir comment on fait l'information, plus ils auront envie, je pense, de la soutenir et d'y donner de l'importance, et notamment de la valoriser financièrement, qui est, comme on le disait, le nerf de la guerre. Justement, cette question d'éducation aux médias, elle est essentielle, notamment si on se passe dans une perspective d'avenir et un peu de reconquête, pour prendre un terme à la mode, de retour vers l'auditoire et de renouer des liens de confiance. L'idée, ce serait d'être le présent le plus tôt possible, notamment dans l'apprentissage citoyen et donc dans l'école, dans l'éducation. C'est un vrai enjeu pour notre profession dans les années qui viennent. Alexandra. Oui, complètement. En fait, d'avoir parce que c'est vrai qu'on n'apprend pas à lire la presse. Enfin, on n'a jamais été éduqué jusque-là à comment on fabrique l'info, comment on est informé et quel est notre rôle en tant que citoyen quand on est auditeur, lecteur, etc. Et en fait, ça, c'est une vraie question, d'autant que les sources d'information sont tellement multiples, se démultiplient avec le temps, d'être acteur et pas juste passif, enfin d'être actif et pas passif vis-à-vis de l'information, c'est-à-dire ne pas juste recevoir tout ce qu'on a sur nos téléphones, etc. Et de se poser quelques questions fondamentales, et ça, il faut, je pense, effectivement, c'est le rôle de l'éducation aux médias, de le faire assez jeune, c'est qui m'informe, qui me parle en fait, et qui est fiable, qui ne l'est pas. Question de base, mais qui est essentielle, parce que effectivement, maintenant on sait que les algorithmes nous dirigent vers une pensée qui nous enferme dans une pensée en fait, avec les biais de confirmation, etc. Et donc, il faut, tout comme il est important de savoir que l'information n'est pas gratuite, c'est important de choisir, en fait, où est-ce qu'on s'informe, d'aller chercher l'information. Il y a souvent une phrase qui revient quand on dit qu'on est journaliste, enfin, moi je l'entends tout le temps, c'est « Ah, bah oui, mais vous, les médias, vous parlez jamais de... je sais pas, la famine, je sais pas où. C'est le truc, la famine en Afrique, c'est le truc très classique. Mais en fait, si, il suffit de chercher l'information. En fait, c'est pas les journaux, c'est pas les médias qui manquent. Si on cherche l'information, on la trouve.
Et en fait, c'est aussi une action à faire, c'est être actif par rapport à ça, c'est d'aller chercher l'information, de se poser des questions et de se dire, quand je reçois l'information, elle vient de qui, elle vient d'où, elle a été fabriquée, comment. Et ça, c'est des réflexes qu'il faut qu'on ait, et pour que ça soit des réflexes, il faut que ça fasse partie de l'éducation, effectivement. Et que pour avoir fait un peu d'éducation aux médias dans les collèges, lycées, il y a vraiment un âge, on voit assez nettement que jusqu'à la seconde, la classe de seconde, c'est très lointain. Tout le monde, quand on dit vous vous informez comment, c'est sur les réseaux sociaux. Donc oui, mais qui sur les réseaux sociaux? Voilà la base. Et après, les jeunes commencent à être un peu sensibilisés, mais il y a un âge charnière en fait où il faut avoir des réflexes que les parents n'ont pas toujours d'ailleurs, rarement d'ailleurs. Parce que l'éducation aux médias n'a pas été faite jusque-là. Donc, et effectivement, pour l'instant, c'est au programme vaguement, une semaine par an. Mais on ne sait pas trop comment, ni qui, ni... Voilà. C'est pas très... or, c'est essentiel, parce que les médias, jusqu'à présent, c'était des contre-pouvoirs. Maintenant, c'est des armes de guerre, quand même. Il y a la guerre de l'information, il y a donc la guerre de la désinformation. C'est un instrument de pouvoir énorme. Et si on n'est pas armé, et si on est passif face à ça, c'est catastrophique, en fait. Donc, c'est nécessaire d'avoir cette éducation aux médias et de la renforcer largement, enfin. Aude, toi avec FECOF, c'est une activité importante. Ouais, bah moi j'adore faire ça, franchement, aller voir les enfants. Alors de plus en plus on est sollicité en primaire et nous on a ce questionnement, je sais pas, je trouve qu'en primaire c'est fort mais ça donne des choses formidables aussi en fait. Alors là c'est encore un autre truc, tu repars avec des dessins. Moi aussi je voudrais être journaliste quand je serai grande, etc. Ils sont à fond, ce que tu n'as plus trop si tu veux en 4e, 3e, voilà. Mais en fait, oui, c'est vrai que moi je leur dis, enfin moi des fois j'essaie de les secouer un peu en disant mais faut que tu te respectes en fait, t'es pas une poubelle en fait, t'es pas là pour ingurgiter le tout venant de ce que va te proposer au TikTok ou je sais pas quoi, etc. Il faut que tu te construises ton environnement informationnel. Donc je vais te donner une liste. T'en fais ce que tu veux, mais de gens qui, alors pas forcément des journalistes, en plus des vulgarisateurs, je pense à, je sais pas, Max Bird par exemple, que moi j'aime beaucoup regarder avec ma fille, qui fait plein de vidéos sur les idées reçues, Defecator que j'aime beaucoup, Info Mytho, enfin en fait il y a plein de voilà, abonne-toi, regarde, et juste ça, en fait tu te fais un pare-feu pour pas te faire manipuler. Enfin voilà, effectivement, oui, juste être actif. Et puis c'est vrai que moi j'aime bien présenter aussi l'éducation média comme un jeu. On les fait souvent enquêter. Voilà, moi, je me suis retrouvée que ce soit sur des sujets, enfin des petits sujets, hein, de mégalodon existerait toujours. Je sais pas si vous êtes au courant. Je sais pas, enfin un jeu vidéo Talking Angela qui assassinerait des gens. Enfin bon, t'as tout en fait. Quand tu t'intéresses, c'est aussi fou de voir la folie de ceux qui reçoivent. Et souvent dont les parents n'ont effectivement pas idée. Et en fait, je me suis retrouvée avec des enfants qui interpellaient carrément des youtubeurs en leur disant mais je comprends pas, vous n'avez pas mis les sources, mais ceci, mais cela. Et ils sont trop contents de faire leur enquête et de cuisiner les gens. Et ils découvrent un scientifique génial, il accepte de nous parler, madame, moi. Et ouais, ça donne le goût, quoi. Tu vois. Alors, je sais pas, effectivement, il faudrait massifier ça. Combien d'enfants en France reçoivent ce genre de choses? Et je dis pas que c'est parfait non plus, mais enfin, franchement, j'ai la sensation que c'est quand même pas mal des retours qu'on a, nous, à l'assaut, quoi. Je suis d'accord, il faut donner l'envie et la curiosité, en fait. Mais tout le monde veut voir le dessous des cartes, en fait. Tout le monde est content de découvrir... et le dessous des images. Et bon, voilà, c'est effectivement... voilà, donc je suis très impliquée, étant présidente de l'association FECOF là-dedans, et c'est vrai que, comme on disait, c'est fou de savoir qu'on ne sait toujours pas, bien que ce soit obligatoire au collège, on ne sait toujours pas le nombre de collèges en France qui font effectivement quelque chose. Peut-être qu'il y a un collégien sur 10 finalement qui ressort en ayant vraiment eu plus de 2 heures dans toute sa scolarité là-dessus. En fait, on ne sait pas. Et bah, franchement, ça rend un peu fou, quoi. Enfin, moi, je trouve ça dingue. C'est d'autant plus crucial qu'on voit apparaître plein de figures qui sont proto-journalistiques ou semi-journalistiques, qu'on a du mal des fois à identifier exactement. Je pense à Hugo Décrypte, par exemple, qui prend vraiment énormément de place. Alors, ils sont fans, hein, ils sont tous fans, par contre. Ils sont tous fans, ça c'est sûr. Mais est-ce que justement c'est du journalisme, Hugo Décrypte? Oui. Question. Oui. Ouais. Oui, à ma droite. Oui, bah oui.
Bravo, Non, mais ils sont définis comme un média. Ils ont une rédaction avec des journalistes qui ont des cartes de presse, qui sont formés dans des écoles de journalisme aussi. Donc en fait, Hugo Décrypte fait du journalisme, c'est du journalisme, et il arrive à toucher un public que plein de médias n'arrivent pas à toucher. Ouais, Donc il ne faut c'est pas clair. dénigrer ça non plus. Je trouve qu'il réussit avec son équipe, même si les gens qui le suivent ont encore du mal à identifier son équipe aussi. Je pense qu'il y a il y a un peu la marque Hugo Décrypte qui devient un peu trop forte par rapport à l'ampleur que l'équipe prend derrière. Mais derrière, effectivement, il faut aussi questionner le modèle économique. Qu'est-ce qui permet de financer Hugo Décrypte? Donc il y a évidemment les vues, les publicités sur les vidéos YouTube, mais il y a les partenariats aussi, des fois, qui sont incarnés par Hugo Décrypte. Donc ça, effectivement, d'un point de vue déontologie, et il y a le conseil de la déontologie qui l'a déjà un peu interpellé là-dessus parce qu'il avait fait une sponsor NordVPN sur une vidéo à propos de la Corée du Nord. Vous voyez le lien, je pense, éditorial. Mais en fait, ce que Hugo Décrypte fait aussi, il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a plein de médias qui le font, des médias traditionnels. Le Publi-Reportage, Hugo Décrypte, il n'a pas inventé la publicité incarnée par des journalistes. Il y a plein de médias traditionnels qui font des publics communiqués, qui font de la pub, etc. Là où ce qui est important et la nuance, c'est qui incarne la publicité. Alors malheureusement, il faut que ça soit incarné par des figures connues pour que les marques aient envie de donner de l'argent parce que ça permet de financer le média derrière. Donc ça, c'est un enjeu qui est quand même important parce qu'il faut payer les gens aussi. Et c'est malheureusement encore trop peu des sources de financement indépendantes qui le permettent. Mais effectivement, derrière, il y a aussi qui incarne ces publicités-là. Et je pense que ça, c'est un peu le débat de fond. Et je comprends les débats qu'il y a autour d'Hugo Décrypte. Mais enfin, voilà, à titre personnel, pour moi, il est journaliste. Il est accompagné d'une équipe de journalistes. Il a aussi une agence à côté. Normalement, ce sont eux qui font les contenus sponsorisés, mais des fois, c'est lui qui les incarne. Et ça, effectivement, c'est plus débattable. Et on en revient à cette question du financement, finalement, parce que c'est encore une fois, encore et toujours le nerf de la guerre. On a mentionné tout à l'heure que tu étais, Alexandra, responsable du plaidoyer d'un bout des médias. J'ai dit qu'on expliquerait ce que ce serait. Est-ce que tu veux bien nous expliquer à la fois ce que fait un bout des médias et ce qu'est le plaidoyer, en quoi ça consiste, tout simplement? Alors, un bout des médias, c'est une association citoyenne, c'est pas une association de journalistes. Je crois que je suis la seule journaliste dans cet asso. Qui défend, qui milite pour garantir, pour mettre des garde-fous sur l'indépendance des médias. Et qui aide par ailleurs aussi des médias à se constituer, des médias indépendants à se créer ou à se maintenir à flot. C'est des aides juridiques, financières, etc. La partie plaidoyer, c'est du lobby politique, si on veut résumer comme ça. C'est-à-dire faire évoluer la loi pour garantir des points précis. Nous, on se bat pour, justement pour une transparence de l'actionnariat, par exemple, qui est actionnaire à combien de chaque média, pour qu'il y ait une absolue indépendance des rédactions par rapport aux actionnaires. Et qu'il y ait un droit de regard. Par exemple, là dernièrement, on a essayé d'être assez actif sur une proposition de loi du groupe des Verts sur le droit d'agrément sur la nomination des directeurs ou directrices de rédaction. C'est le cas du JDD qui doit vous parler, c'est-à-dire un actionnaire impose, en l'occurrence un directeur de rédaction qui vient d'un média de propagande, est affiché comme tel, et personne n'a son mot à dire dans la rédaction à part un droit qui est garanti, qui est le droit de pouvoir partir, qui à nos yeux pas du tout suffisant. C'est-à-dire que quitter le navire n'est pas une garantie, c'est-à-dire qu'on laisse le lecteur bien dans l'embarras avec des gens qui ne garantissent pas un journalisme honnête et indépendant. Donc voilà, on essaie, parce qu'il y a des lois évidemment, mais on essaie de renforcer certains points pour garantir encore un peu plus, mais ça a beaucoup de mal à passer. Le projet de loi n'est d'ailleurs pas passé, parce qu'il y a d'autres enjeux économiques qui se jouent. Pareil, j'en parlais tout à l'heure, mais on se bat pour que dans le financement, il y ait une part garantie que l'argent aille au travail de journalistique et à l'embauche de journalistes. Voilà, ça c'est les principaux points. Ça a été fondé et c'est présidé par Julia Cagé, qui est économiste spécialiste des médias.
c'est apolitique. Voilà, et moi je porte cette parole. Le plaidoyer, c'est à la fois aller convaincre un peu les politiques de s'emparer de cette question et d'avoir le courage d'aller jusqu'au bout, parce que souvent on dit oui, il faut s'en emparer, puis bon, on ne vote pas. Et puis d'informer, en fait, aussi de faire une sorte d'éducation aux médias, mais pour tout le monde, y compris pour les élus, etc. Voilà, pour avoir un poids, quoi. En fait, c'est mettre des garde-fous. Et c'est pas du tout, je le dis souvent, mais c'est pas du tout pour défendre une corporation. En fait, c'est pas pour défendre des droits individuels ou des droits professionnels. C'est pour défendre le citoyen, l'accès à une information honnête, de qualité, pour le citoyen, de garantir ça et effectivement de réconcilier, qu'il y ait un lien de confiance. C'est pas du tout pour garantir des droits, encore une fois, d'une corporation qui voudrait avoir plus de liberté en son propre, etc. C'est pas du tout ça. Par exemple, quand on veut garantir, parce que c'est souvent ce qu'on nous répond sur, mais oui, mais les journalistes, s'ils sont pas contents dans une rédaction, ils ont le droit de partir, ils sont quand même indemnisés. C'est le droit de cession. Mais c'est juste un aveu d'échec, en fait. C'est juste, on s'en va parce qu'on a échoué. C'est pas satisfaisant. Il faut pouvoir maintenir, parce que, par exemple, le JDD, il y a eu une grève record. Tout le monde est parti quasiment, mais le JDD existe encore. L'entièreté de sa rédaction, c'est autre chose, et c'est pas garanti d'une honnêteté intellectuelle, journalistique, d'informations vérifiées, etc. C'est politisé, c'est de la propagande. C'est affiché comme tel. Enfin, c'est pas assumé, mais le directeur de rédaction s'est affiché comme un soutien de Zemmour à la présidentielle. À partir de là, ça rompt un contrat du journaliste qui ne doit pas être un soutien politique de qui que ce soit. Voilà. Je fais une petite digression, mais pour en venir sur le financement et justement la position des journalistes, il y a aussi la charte de déontologie qui garantit aussi, qui impose certains devoirs d'honnêteté aux journalistes, et notamment l'interdiction de faire de la publicité. Ça c'est quand même assez encadré, que garantit le fait d'avoir une carte de presse. Ça, c'est quand même encadré. Mais les publi-reportages, c'est une vraie question. Et à la fois, beaucoup de médias sont financés par la publicité, tout simplement. Tout l'enjeu, c'est de faire attention par qui on y finance, mais surtout la place qu'on a par rapport aux gens qui nous financent. Est-ce qu'on est à leur service? Est-ce qu'on sert leurs propos? Ou est-ce qu'on est parfaitement indépendant? À quoi sert l'argent et pourquoi il est placé là, en fait? C'est toute la question. C'est est-ce que les gens, les milliards, c'est ce que je disais au début, mais les milliardaires, ils sont quand même très utiles, il faut financer la presse. L'intérêt, c'est quel est leur intérêt? Si leur intérêt, c'est d'avoir du pouvoir ou d'obtenir le pouvoir suprême et de se servir des médias comme d'une arme, comme d'un vecteur, là, ça pose problème. Si c'est financer l'information parce que le citoyen doit être librement éclairé pour son libre arbitre, c'est autre chose, en fait. C'est à quoi sert l'argent. La démarche citoyenne, elle rejoint celle de Citizen Facts qu'on évoquait tout à l'heure. Justement, c'est l'idée aussi, parce qu'on a évoqué rapidement comment ça fonctionnait Citizen Facts, mais l'idée c'est aussi de faire en sorte que l'information elle soit co-construite, pas uniquement par des journalistes, mais qu'elle soit aussi fabriquée par des citoyens. En fait, moi, ce que je trouve absolument... C'était un pari, hein, franchement, quand je me suis dit, venez, on monte un serveur Discord et puis on va essayer d'enquêter ensemble. Que j'ai vu 100, 200, 300, 400 personnes, j'ai commencé à me dire, oula, qu'est-ce qu'on va faire? Et en fait, comment on va le faire? Et qui sont ces gens? Parce qu'en plus, ils sont tous sur pseudo. Enfin, en fait, voilà. Et en fait, il y a eu de cette énergie assez folle qu'il y avait sur le serveur a émergé finalement beaucoup de choses, et notamment cette série. Et c'est vrai que la question, c'était comment ça marche, c'est ça. En fait, ce qui est génial, c'est que plein de gens ont envie de lutter contre la désinfo, je pense, mais ils ne savent pas trop finalement comment faire. Et là, il y a un canal où en fait, tu n'as pas besoin d'aucune compétence, en fait. C'est simple, il faut juste que tu viennes, que tu coches quelques règles vraiment normales, de bienveillance, de ceci, de cela.
Et tu vas pouvoir rentrer dans la rédac et participer aux enquêtes, proposer des sujets, etc. Et en fait, c'est vrai que ce qui est assez chouette, c'est que très rapidement, par exemple, je me souviens d'une juriste qui avait épluché les mentions légales de je sais plus quel site, mais elle avait passé genre 48 heures, elle nous avait trouvé un truc, au final on s'en était plus servi, je sais plus pourquoi, mais c'était génial. On a dans Citizen Facts, par exemple, un professionnel du référencement en ligne qui a trouvé, grâce à un petit logiciel qu'il utilise dans son taf, on a réussi à remonter le financement d'un acteur anti-IVG qui est assez influent, qui s'appelle IVG.net. Vous verrez, ils sont ils sont très bons sur Facebook notamment et sur plein de médias. Et on s'est aperçu que c'était une entreprise d'intérim qui s'appelle Domino RH, qui finance notamment ce truc-là. Ils ont perdu des contrats, etc., parce qu'il y a eu plein d'affaires. Bon, vous regardez, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, plein de gens ont peut-être sans le savoir, aussi des fois des compétences, des gamberges, des contacts, des idées qui sont juste hyper, qui peuvent devenir rapidement hyper essentielles à des enquêtes et qui peuvent mener loin. Et donc, c'est vrai que voilà, ce qui était un petit pari comme ça pendant le premier confinement, où essayons quelque chose, est devenu m'a donné à voir. Enfin, pour moi, je trouve qu'on entrevoit là une forme de journalisme qui peut être vraiment, je pense, très intéressante pour le futur, quoi. J'ai cette sensation-là. Et ça répond enfin, ça rejoint une question qui est assez cruciale dans notre métier, c'est que ce genre d'action, elle est rendue possible par des nouveaux outils techniques qu'on a à notre disposition, parce que effectivement, un serveur Discord, enfin, et tous les outils qu'on a aujourd'hui, on les avait pas il y a 20 ans, on n'aurait pas pu monter des projets comme ça. Donc ça fait partie du côté positif, on va dire, mais après tu vas encore dire que je suis négatif, mais je voulais qu'on dise un mot avant de terminer sur un autre outil dont on parle beaucoup et qui on va dire, se télescope un peu avec notre profession, pour le bien, pour le mal, on verra bien. C'est l'IA, l'intelligence artificielle, qui est devenue un outil de plus en plus présent. Alors, il y a des applications qui sont hyper intéressantes de cet outil pour faire évoluer notre profession. Il y en a d'autres qui sont un peu plus inquiétantes. J'aurais bien aimé avoir votre sentiment à tous les trois là-dessus. Vincent. Oui, c'est vrai que l'IA, après l'IA, ça prend plein de formes. Enfin, c'est un mot valise, ça peut correspondre à plein de choses. Mais effectivement, il y a des applications. Je pense qu'il y a des journalistes dans la salle. Le dérush, des fois, quand on a 1h30 d'interview et qu'il faut réécrire, etc. et tout, c'est épuisant. C'est pas la partie la plus fun. Il y a des outils de retranscription qui existent déjà, qui sont utilisés. Chez Binge aussi, ça peut être utilisé. C'est pas toujours parfait, surtout en français encore pour l'instant, etc. Mais ça se perfectionne. Il y a des outils des fois de traduction aussi, comme DeepL, qui peuvent être intéressants, qui doivent pas non plus être le seul outil. Voilà, c'est un accompagnement. Je pense qu'il y a des outils comme ça qui peuvent aider. Je sais qu'il y a aussi des youtubeurs qui utilisent déjà, mais des gens comme Nota Bene, si par exemple ils enregistrent une vidéo et ils se rendent compte qu'il y a une phrase qui ne va pas, etc. Des fois, en montage avec une IA, ils peuvent refaire la voix, des petits morceaux, etc. C'est déjà le cas, oui, ça existe déjà. Je sais que Micode aussi le fait. Donc ça, c'est des choses qui sont utilisées, qui peuvent être intéressantes pour le montage vidéo aussi. Il y a des choses qui sont super, super cool. Après, effectivement, derrière, c'est comment on met les bons garde-fous dans les rédacs pour pas que l'IA soit celle qui rédige, celle qui crée, celle qui monte non plus, et que l'humain reste derrière ça. Il y a le Figaro notamment, ils ont mis en place un code un peu de bonne conduite sur l'usage de l'IA. Aux États-Unis aussi, il y a ça. Donc ça, c'est plutôt rassurant. Après, effectivement, il y a des sujets qui, je trouve, font débat, c'est-à-dire Le Monde. Le journal Le Monde, ils ont signé un accord avec OpenAI, à qui on doit notamment ChatGPT. Ils ont signé un accord financier avec OpenAI pour permettre à OpenAI de puiser dans leurs articles pour alimenter ChatGPT. Donc on se dit, c'est intéressant parce que ça permet peut-être dans les réponses de ChatGPT d'avoir des réponses plus fiables, mais en même temps ça pose d'autres questions. Ça pose des questions sur, ok, ils ont ce deal-là avec Le Monde, mais est-ce qu'ils vont en avoir avec d'autres? Ça veut dire quoi la pluralité de l'information aussi? Et puis est-ce qu'il n'y a pas aussi un côté, Le Monde qui alimente, et je mets plein de guillemets, la bête aussi, parce que c'est-à-dire, plus on rend un outil comme ChatGPT puissant, plus il sera capable potentiellement de remplacer aussi des journalistes. Et donc derrière ça, il y a plein de débats qui s'ouvrent derrière, je trouve, et qu'on ne questionne pas assez. Et je citerai juste, pour finir, il y a une interview du patron d'un média américain qui s'appelle Axios, qui disait les médias, pour se distinguer maintenant par rapport à l'IA, ça va être l'enquête, ça va être sortir des informations, chose que l'IA ne peut pas faire. Et donc c'est pour ça, c'est-à-dire un journaliste de plus grande qualité
Mais encore une fois, il faut trouver les financements, on y revient, j'adore boucler des boucles. Mais ce que je veux dire, c'est que l'IA, c'est un outil qui peut être ultra intéressant, mais je pense que ouais, voilà, il faut bien l'accompagner, mettre les bons garde-fous et le faire très vite parce que c'est déjà là. Il y a déjà des rédacs qui utilisent ça à l'édition. On a vu, on en parlait avant, des reportages télé aussi qui utilisent des images d'IA et tout. Donc c'est déjà là en fait, c'est déjà là et c'est maintenant qu'il faut en discuter, quoi. Alexandra ? Oui, c'est ça, c'est le débat un peu toujours de comment on l'utilise en fait. C'est-à-dire qu'on l'utilise déjà pour s'aider sur de l'enquête, par exemple. Ça peut permettre d'éplucher beaucoup de sources, beaucoup de sources, surtout quand on fait de l'enquête aux int, par exemple, en open source. Ça peut permettre d'éplucher des fichiers de comptes, de je ne sais quoi, qui là, c'est un aspect technique sur lequel le journaliste, en tant que journaliste, n'a pas grand-chose à amener. Par contre, effectivement, le journaliste sera toujours là pour savoir comment on va chercher une information, où la chercher. Et puis, il ne faut pas oublier le caractère humain. Le journalisme, c'est aussi raconter des histoires, c'est aussi avoir une sensibilité et avoir un regard sur le monde qu'on transmet. Ça, l'IA ne pourra pas le transmettre. On peut transmettre des informations, peut nous aider, mais la sensibilité, le récit, la façon de raconter une histoire, d'emporter quelqu'un dans un récit, le journaliste, évidemment, ne pourra pas être remplacé là-dessus. Mais effectivement, il y a aussi la question de à quel moment, pour des questions financières, et c'est ça, c'est le cas, on utilise par facilité. L'intelligence artificielle. Et ça va poser problème, effectivement. Quand c'est la question, alors je n'ai pas du tout la réponse que je leur ai pas parlé, mais 7A8 a été un des premiers à sortir des plans d'illustration d'un port en Belgique, je crois. On croit vraiment un très beau plan fait par un chef opérateur. Pour quelles raisons ils l'ont fait? Ils l'ont fait en intelligence artificielle. Alors peut-être que la raison, c'est parce que jamais on n'aura l'accès à ce port pour le filmer, et donc on ne peut que l'imaginer, ou en tout cas le reconstituer. Ou peut-être que c'est parce que ça coûte beaucoup moins cher. J'en sais rien, je n'ai pas la réponse et je ne veux pas du tout les incriminer, mais ça pose cette question-là. Et on l'utilise maintenant aussi pour changer les visages dans les témoignages anonymes. Et on se posait la question de pourquoi, en fait. Ça peut être pour renouveler aussi une façon de raconter les choses, et pourquoi pas. À la fois aussi, l'intelligence artificielle et tous les enjeux que ça amène, c'est aussi une matière journalistique. C'est-à-dire qu'on le décode, on fait aussi de l'éducation là-dessus. Donc, on s'en empare aussi en tant que journaliste pour informer là-dessus. Donc, bon, voilà, c'est à plusieurs niveaux. Oui. Ouais, non, je crois que là, vraiment, tout a été dit. Je vous remercie beaucoup parce que vous êtes plus inspiré que moi sur cette question. Mais effectivement, en tout cas, je pense, moi personnellement, je suis optimiste et je pense que le vrai travail journalistique n'est pas du tout menacé par l'intelligence artificielle. Faire du contradictoire, aller voir machin, se rendre compte, je sais pas, croiser les sources, les machins, aller vraiment sur place, tout ça. Moi, en tout cas, je me sens très à l'aise. Je vois pas comment une machine peut faire le boulot que je fais à ma place. Et peut-être qu'effectivement, ça va. Alors oui, le côté positif, c'est que peut-être que du coup, effectivement, ça va recentrer le métier quelque part encore plus sur l'enquête, quoi, le cœur de et en même temps, voilà. Il faut des moyens derrière, toujours pareil. Je reboucle. Ça marche si c'est valorisé, si ce travail-là de reportage, etc., est valorisé, et que le journaliste ne devient pas juste une machine à produire des phrases. Voilà. Oui, je suis d'accord. C'est comment on voit le journalisme. On en revient donc à notre conclusion, qui est donc la réponse à comment permettre aux journalistes de continuer à assurer leur mission d'intérêt public, c'est des garde-fous et des moyens. Donc soutenez les médias indépendants. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. Merci à vous. Et merci au Festival Imprimé pour leur invitation.